Chers élèves, je suis très ravi de faire cette présentation qui s'inscrit dans le cadre de l'unité 1, la transmission de l'information génétique par reproduction sexuée et la génétique humaine, le chapitre 2, les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. Il s'agit de la deuxième séquence. Là, je souligne quelques objectifs. Donc, parmi les objectifs de cette présentation, c'est l'appropriation de quelques connaissances relatives aux lois statistiques, le développement des habiletés du raisonnement scientifique et des habiletés de la communication aussi bien écrite que graphique, et également le développement des attitudes scientifiques. L'objectif général de cette deuxième séquence est l'analyse et l'interprétation des résultats des travaux expérimentaux dans le cas de la transmission de deux gènes ou bien de deux couples d'allèles, le cas des gènes indépendants. Là, je souligne, lorsqu'on s'intéresse à la transmission des caractères chez les diploïdes, il y a deux cas. Soit on s'intéresse à la transmission d'un caractère, c'est le monohybridisme, ou bien deux caractères, c'est le dihybridisme. Qui dit deux caractères dit deux gènes. Et là, il y a deux cas de figure. Soit les deux gènes sont portés sur deux paires différentes de chromosomes, c'est le cas des gènes indépendants, l'objectif de cette présentation, ou bien ils sont portés par la même paire de chromosomes, on parle de gènes liés. Maintenant, la question qui se pose, comment peut-on déduire à travers les résultats des croisements que les deux gènes sont indépendants? Comme vous savez, Gregor Mendel a été l'un des pionniers de la génétique et qui a travaillé sur une espèce végétale, les petits pois, pour plusieurs considérations. D'une part, parce qu'ils sont faciles à obtenir, et d'autre part, ils donnent une descendance nombreuse, notamment au niveau des graines, et sont caractérisés par l'autofécondation. On va s'intéresser à la transmission de deux caractères chez cette espèce. Le premier caractère, la couleur, avec deux phénotypes jaune-vert. Le deuxième, avec la forme, avec deux phénotypes également, lisse, ridé. Donc, à travers plusieurs croisements, on verra comment ça va se transmettre. Le premier croisement va mettre en jeu deux parents. Le parent P1 avec un phénotype jaune lisse. Le parent P2, phénotype vert ridé. Le croisement va donner naissance à la génération F1. Donc, la génération sous forme de graines, bien sûr, qui va présenter le phénotype suivant, une couleur jaune avec une forme lisse. Étant donné que les individus de cette génération présentent le même phénotype pour les deux caractères, on va donner l'analyse suivante. Donc, la génération F1 est homogène ou bien uniforme, donc les deux parents P1 et P2 sont dans une lignée pure, avec vérification de la première loi de Mendel. Autre analyse, pour le premier caractère, l'allèle de la couleur jaune est dominant, grand J, sur l'allèle de la couleur verte qui est récessif, petit v. Pour le deuxième caractère, la forme, donc l'allèle responsable de la forme lisse est dominant sur l'allèle de la forme ridée qui est récessif, petit r. Et ça va être pour les différents ou pour les autres croisements. Le deuxième croisement, c'est une autofécondation entre deux individus de la génération F1. Couleur jaune lisse avec couleur jaune lisse, on obtiendra la génération F2 qui va présenter les phénotypes suivants. Comme vous voyez, il y a 4 phénotypes différents avec des proportions différentes également. Donc, on peut transformer le nombre des graines en pourcentage en prenant par exemple 180 graines de couleur jaune et forme lisse divisé par la somme 180 plus 20 plus 60 plus 60 multiplié par 100, on obtiendra le pourcentage 56,25%. Et on fera la même chose pour les autres phénotypes. Donc on remarque bien que les pourcentages sont différents. Autre analyse, les phénotypes obtenus chez la génération F2 peuvent être classés 2 à 2. On a deux phénotypes parentaux, 180 et 20, et deux phénotypes recombinés qui sont le résultat d'un brassage interchromosomique.
et on va expliquer davantage comment se fait ce brassage lors de l'interprétation chromosomique. On va supposer que les deux gènes en question sont indépendants et on va le démontrer. Le troisième croisement, c'est un outil également très intéressant ou bien très important, c'est ce qu'on appelle le backcross. Il va mettre en jeu un individu de la génération F1 qui présente une couleur jaune, une forme lisse, avec un parent double récessif. Double récessif parce qu'il a une couleur verte qui est récessive pour la couleur et une forme ridée qui est récessive pour la forme. Il va donner naissance à la génération F'2 qui présentera les phénotypes suivants. On a 4 phénotypes différents, mais cette fois avec des pourcentages presque égaux et qui sont proches de la valeur 25%. Donc 43 graines de couleur jaune lisse, 44 graines de couleur verte ridée, 45 de couleur jaune ridée et également 44 graines de couleur verte et lisse. Comme vous voyez, les pourcentages sont proches de la valeur de 25%, ou bien aux alentours de 25%. Autre analyse pour le troisième croisement, c'est que les phénotypes également sont classés en deux types. Deux parentaux, à savoir la couleur jaune lisse, la couleur verte ridée, et deux recombinés, jaune ridé et vert lisse. Maintenant, on va passer à l'étape de l'interprétation chromosomique pour les trois croisements. Et on verra comment on va déduire que les deux gènes sont liés ou bien sont indépendants. Le même principe que le monohybridisme, on commence toujours par le phénotype. Pour le premier croisement P1, P2, entre des crochets, on met bien sûr les allèles. Majuscule, c'est les dominants. Minuscule, c'est les récessifs. Donc grand J, grand L, petit v, petit r. Le génotype, on représente les allèles sur les chromosomes, donc des segments. Les parents P1, P2 étant de lignée pure, ils vont être homozygotes pour la forme et la couleur. Grand J, grand L, grand L. Le parent P2 également de lignée pure, petit v, petit r, petit r. Les gamètes sont obtenus suite à une méiose, et là, il faut faire attention à ce point. Donc, chaque homozygote pour un caractère va donner un seul type de gamète. Donc, chacun va produire un seul type de gamète. Là, vous remarquez pour le parent P1, par exemple, il va donner des gamètes avec un allèle grand J pour la couleur et grand L pour la forme. Le parent P2 va donner des gamètes avec un allèle petit v de la couleur et petit r de la forme. La génération F1 est le résultat d'une fécondation et là, les allèles du même caractère vont se réunir de nouveau. Et on aura le génotype suivant, grand J, petit v pour la couleur et grand L pour petit r pour la forme. Donc c'est un génotype qui est hétérozygote cette fois-ci. Donc lors de la fécondation, les chromosomes homologues se réunissent ou bien sont réunis et les allèles dominants s'expriment. Donc on aura comme phénotype grand J, grand L. Le deuxième croisement d'autofécondation, le même principe. On commence par le phénotype entre des crochets, grand J, grand L, grand J, grand L. Le génotype hétérozygote, bien sûr, pour les deux individus. Grand J, petit v, grand L, petit r. La même chose pour l'autre individu F1, grand J, petit v, grand L, petit r. Donc les gamètes sont toujours le résultat d'une méiose. Donc chez l'hétérozygote, là c'est une autre règle. Donc chez l'hétérozygote, la séparation des chromosomes se fait au hasard, ou bien aléatoirement, et d'une manière indépendante, ce qui donne dans ce cas 2 puissance n types différents de gamètes. Et là, j'explique ou bien j'explicite. Là, vous remarquez pour l'individu F1, là on a un génotype grand J, petit v, grand L, petit r. Donc lors de la formation des gamètes, bien sûr les allèles du même caractère vont se séparer et les allèles des différents caractères se séparent d'une manière indépendante. Donc on a les mêmes chances que l'allèle grand J va migrer avec l'allèle
grand L, comme il peut migrer avec l'allèle petit r. Idem pour l'allèle petit v. Comme il peut migrer avec grand L ou bien avec petit r. C'est ce qui va donner au total pour chaque individu F1 4 types de gamètes, bien sûr, avec des pourcentages égaux. Grand J, grand L, petit v, grand L, petit v, petit r, grand J, petit r, avec des pourcentages égaux, 25%, 25, 25, 25. La même chose pour l'autre individu F1. Toujours dans le cadre du deuxième croisement, pour obtenir la génération F2, on réalisera l'échiquier de croisement. On représente les gamètes mâles avec leur génotype, les gamètes femelles avec leur génotype, bien sûr, et on n'oublie pas les pourcentages ou bien les proportions théoriques qu'on a obtenues précédemment. Et on va réunir les différents génotypes des gamètes pour obtenir l'œuf ou bien le génotype avec le phénotype de chaque fécondation. Et là, je vais donner quelques exemples. Par exemple, le premier ou bien la première fécondation. Il va mettre en jeu un gamète grand J grand L, un gamète femelle grand J grand L. Le génotype grand J grand J, grand L grand L, donc le phénotype va être grand J grand L. Autre exemple, la fécondation qui va mettre en jeu un gamète petit v grand L va se rencontrer avec un gamète petit v grand L. Donc au niveau du phénotype, on aura un phénotype recombiné petit v grand L. Autre fécondation, petit v petit r, gamète petit v petit r, on aura comme phénotype petit v petit r qui est un phénotype parental récessif. On a un autre exemple, donc la rencontre du gamète grand J petit r avec un allèle petit v petit r va donner une fécondation qui a un phénotype grand J petit r. On suivra la même méthode avec les autres fécondations. Toujours on représente bien sûr le génotype et on donne le phénotype par la suite. Par exemple, la fécondation entre petit v petit r avec grand J petit r va donner comme phénotype grand J petit r. Au total, on aura 16 fécondations qu'on peut analyser ou bien subdiviser de la manière suivante. Alors, si on observe bien les différents phénotypes, on peut les classer en 4 catégories. Sur 16 fécondations, on a 9 qui présentent le phénotype grand J grand L, phénotype parental dominant. 3 fécondations sur 16 qui présentent le phénotype petit v grand L, qui est un phénotype recombiné. 3 sur 16 également qui présentent le phénotype grand G petit r, phénotype recombiné également. Et une fécondation parmi 16 qui va présenter le phénotype parental récessif petit v petit r. Donc là, c'est le résultat d'une ségrégation, c'est-à-dire une séparation qui est indépendante des différents allèles. Et c'est à partir de ce résultat, bien sûr en comparant les résultats théoriques de l'échiquier avec les résultats observés, qu'on a calculés à partir des nombres de graines, on voit qu'il y a une conformité et du coup, ça confirme que les deux gènes sont indépendants. À partir de ces résultats, Gregor Mendel a pu instaurer ou bien mettre sa troisième loi, intitulée loi de ségrégation indépendante des allèles ou bien loi de séparation indépendante. Dans le cas de la transmission des caractères ou de 2 caractères ou plus, la ségrégation, bien la séparation des couples d'allèles se fait indépendamment lors de la formation des gamètes. Et c'est ce qu'on appelle le brassage interchromosomique qui se déroule pendant l'anaphase 1 de la méiose. On passe maintenant à l'interprétation chromosomique du troisième croisement qui est le backcross. Observons bien. Donc le phénotype de l'individu F1, c'est toujours dominant grand J grand L, le parent P2 double récessif, petit v, petit r. Le génotype de F1 est hétérozygote pour les 2 caractères, grand J, petit v, grand L, petit r. Le parent double récessif
va être forcément homozygote. Petit v, petit r, petit r. Là encore, après la méiose, on obtiendra les gamètes. Donc pour F1, qui est hétérozygote, donc les deux allèles du même caractère grand J, petit v, vont se séparer. Chaque allèle a la même chance de migrer avec l'allèle de l'autre caractère. C'est-à-dire que grand J, il peut migrer avec l'allèle grand L, comme il peut migrer avec l'allèle petit r. Idem pour l'allèle petit v. Il peut migrer avec l'allèle grand L, comme il peut migrer avec l'allèle petit r. Et c'est ce qui va donner 4 types de gamètes, ou bien 4 génotypes différents, avec des pourcentages égaux. Donc grand J, grand L, petit v, grand L, petit v, petit r, ou bien grand J, petit r, des pourcentages égaux, 25%, 25, 25, 25. Pour le parent double récessif, on obtiendra un seul type de gamète, petit v, petit r, puisqu'il est homozygote. On réalise l'échiquier de croisement, bien sûr. Donc les gamètes mâles avec des génotypes, bien sûr, différents et des proportions égales. Donc on va réunir les différents allèles. Donc grand J, grand L va se réunir avec petit v, petit r. Ça va donner un phénotype, grand J, grand L. Petit v, petit r se réunira avec petit v, petit r. Et ça donnera comme phénotype petit v, petit r. Donc les deux premiers phénotypes sont des phénotypes parentaux. Un dominant, petit v, petit r, qui est récessif. Les deux autres phénotypes, petit v, grand L et grand J, grand R, petit r, ce sont deux phénotypes dits recombinés. Donc ils sont le résultat d'un brassage interchromosomique. Le tableau, bien sûr, illustre ou bien résume les différents résultats. Donc la comparaison entre les résultats théoriques et les résultats observés montre qu'il y a une conformité et du coup on peut confirmer ou bien déduire que les gènes étudiés sont indépendants. Donc au total, on a deux outils ou bien deux moyens pour déduire que deux gènes sont indépendants. Le premier outil, c'est le croisement des hybrides F1, F1 entre eux. Donc ce croisement va donner naissance à une descendance qui présente 4 phénotypes différents, avec des proportions suivantes. 9 sur 16 phénotypes parental dominants, 3 sur 16 phénotypes recombinés, 3 sur 16 phénotypes recombinés et 1 sur 16 qui est un phénotype parental récessif. Donc si on a ces résultats dans un croisement, bien au niveau d'un exercice, ça nous permet de déduire ou bien de conclure que les deux gènes qu'on a étudiés sont indépendants. Sinon, on a un deuxième outil ou bien un deuxième moyen, c'est le backcross. Donc le croisement d'un hybride F1 avec un parent double récessif va donner cette fois-ci une descendance qui présente 4 phénotypes différents bien sûr, mais avec des proportions égales. Un quart, un quart, un quart, un quart, toujours 2 phénotypes parentaux et 2 phénotypes recombinés. Donc cet outil également, donc on peut trouver l'un des deux, soit le résultat de l'autofécondation F1, F1, comme on peut trouver le résultat d'un backcross F1 avec un parent double récessif. Chers élèves, j'espère que vous aviez tiré profit de cette présentation. Merci et à bientôt.